Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, nous allons écrire notre premier test. Nous verrons la notion de test Driven Development en pratique et par la même occasion, nous allons découvrir comment utiliser PHP Unit. Ce que je vais faire, c'est créer un projet PHP classique sans utiliser Symfony, ce qui va nous permettre de focaliser notre attention sur PHP Unit. Étant donné que PHP Unit est un framework PHP qui nous permet d'écrire des tests unitaires, on peut l'utiliser avec Symfony qui est un framework PHP, mais on peut l'utiliser avec n'importe quel autre projet PHP. Je vais créer ici un dossier que je vais appeler démo PHP Unit. Sentez-vous libre de créer un dossier avec le nom que vous souhaitez. Je vais me déplacer ensuite dans le dossier démo PHP Unit et on va l'ouvrir avec Sublime Text. Je vais ensuite initialiser ce dossier avec Composer. Je fais donc Composer init. On va garder ceci, entrée. Comme licence MIT. Là, on nous demande est-ce qu'on veut définir nos dépendances. Pour l'instant, je vais faire non. Pareil pour les dépendances en développement. Voici ce à quoi ça va ressembler. Tout est bon. Je fais ici yes avec entrée. Notre projet a été initialisé avec Composer et on se retrouve avec ce fichier de configuration composer.json. Ce que je vais faire, c'est créer un dossier src qui va contenir notre code source. Et par la même occasion, on va créer un dossier test qui va contenir nos tests. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout ceci dans quelques instants. Au niveau du dossier src, je vais rajouter un sous-dossier utils. Dans ce sous-dossier, on va rajouter une classe utilitaire calculator qui va nous permettre de faire des opérations arithmétiques de base, l'addition, la soustraction, ainsi de suite. Créons donc une classe calculator. C'est un fichier PHP classique. On va mettre comme namespace app et là utils. Bien évidemment, pour l'instant, on n'a pas géré le namespacing, l'autoloading et tout. On va le faire dans quelques instants. Je définis ma classe calculator. Et bang, tout est bon. Il va nous falloir gérer l'autoloading. Donc, au niveau de composer.json, je rajoute une clé autoload. On va utiliser PSR4. Et je vais dire que le namespace racine, ce sera app et il sera associé au dossier src. On rajoute ici la virgule. Donc le namespace racine, ce sera app et il sera associé à ce dossier src. Si on suit donc l'arborescence pour cette classe, ce sera app utils. Vu qu'on a modifié le fichier composer.json, il faudra faire un dump autoload en faisant composer, si j'arrive à écrire composer, dump autoload et je vais rajouter l'option "-o". On aurait pu faire composer du vu que c'est la seule commande qui commence par du et puis l'option "-o" permet d'optimiser un peu les fichiers d'autoloading. Là tout est bon. On va revenir au niveau de calculator et je vais rajouter une méthode add. Cette méthode prend deux entiers a et b. Et vu qu'elle permet de faire l'addition, ce sera A plus B qui sera retourné. Ce que nous allons faire maintenant, c'est écrire des tests pour vérifier que l'addition fonctionne bel et bien. Donc, tester cette méthode add qui se trouve au niveau de la classe calculator. On va mettre nos tests au niveau du dossier test. Par convention, généralement ce qu'on fait, on suit la même arborescence que notre code source. Donc, ici, on veut tester calculator. Donc, au niveau du dossier test, on crée aussi un sous-dossier utils et le fichier de test, ce sera le nom de la classe et on rajoute test.php. C'est une convention, vous êtes libre de ne pas la suivre, mais au niveau de Symfony, c'est généralement ce qui est fait, raison pour laquelle je vais suivre cette même convention. Au niveau donc de notre fichier calculator test.php, on va rajouter aussi le namespacing et je vais dire que pour tous mes fichiers de test, le namespace racine ce sera apptest. Donc apptest sera associé au dossier test. Pour cette classe, ce sera apptest utils.
je rajoute ici utils. On définit la classe CalculatorTest et bang, tout est bon. Il faudra de la même manière définir le namespacing. Ici, j'aurais pu rajouter l'autoloading à ce niveau, mais vu qu'on va tester nos classes uniquement en développement, je peux rajouter ceci à autoload dev, ce qui va s'appliquer uniquement à l'environnement de dev. Donc là, parfait. On va utiliser aussi PSR4. Et je pourrais dire que le namespace racine, ce sera app-test. Et on va l'associer au dossier test. Il faut échapper l'anti-slash, c'est pourquoi on met 2 fois l'anti-slash. De la même manière, on va refaire un composer dump autoload. Et vous voyez, il a fait l'autoloading de nos 2 classes. Pour ceux qui sont curieux, si on vient au niveau de vendor composer, je viens par exemple au niveau de classe map, vous voyez que ces 2 classes-là seront autoloadées sans problème. On va utiliser PHP Unit pour exécuter nos tests. Il va donc falloir installer PHP Unit. Si on vient au niveau du site officiel de PHP Unit, on peut ici l'installer en téléchargeant l'archive PHP, donc le fichier phare, ou bien on peut l'installer via Composer. Téléchargeons l'archive. Si je fais wget, ça va permettre tout simplement de télécharger ce Mushibushi. Lorsqu'on met "-o", ceci va permettre de renommer ce qu'on a eu à télécharger, donc ceci, en PHP Unit. En résultat donc, on aura un fichier PHP Unit au niveau de notre dossier. Pourquoi pas, je vais supprimer ce fichier PHP Unit et on va réexécuter cette commande sans l'option "-o". Ce qui revient donc à dire que je dois enlever ceci. Si vous êtes sous Windows, vous aurez pu copier cette URL et puis télécharger le fichier phare, comme on peut le voir ici. Donc là, c'est parfait, c'est ce que wget permet de faire. Et ce que je veux vous montrer, vu que c'est un fichier phare qui signifie PHP archive, donc archive PHP, on peut l'utiliser en mettant PHP suivi de notre fichier. Et bang, on a accès à PHP Unit. Je peux vérifier la version en faisant ceci, --version. On va renommer PHP Unit 8.phare en PHP Unit. Comme ça, c'est plus simple de faire PHP Unit. Avouez que ce qui aurait été plus simple même, c'est de faire simplement PHP Unit sans préfixer ceci de PHP. Tout ce qu'on aura à faire, c'est rendre ce fichier exécutable. Donc, on modifie les droits en rajoutant le droit d'exécution et maintenant, ceci sera exécutable. Si vous regardez, qui va permettre de dire ce code-là, il faudra l'interpréter avec PHP. Ce qui nous permet de faire simplement ./PHP Unit. Et vous voyez, de la même manière, j'ai accès à PHP Unit. D'autres personnes vont créer un dossier tools ou bien un dossier bin dans lequel ils vont déplacer ce fichier exécutable. Donc, on va le déplacer dans le dossier bin. Et dans ce cas-là, si on veut l'exécuter, il faudra venir dans bin et après PHP Unit. Donc, je peux faire ceci et de la même manière, cela va marcher. Là, je me suis trompé, c'est PHP Unit, désolé, et tout est bon. Dans mon cas, je peux même faire bin PHP Unit sans mettre le / au début. Donc là, c'est parfait. Essayons à présent de tester cette méthode add. Lorsque vous avez PHP Unit et vous souhaitez tester une classe, vous n'aurez qu'à indiquer le dossier où se trouve cette classe de test. Par convention, toutes les classes de test doivent avoir le suffixe test. Donc ça, c'est ce que PHP Unit attend. Si vous utilisez PHP Unit, vous allez devoir suivre cette convention. Là, notre classe a pour nom calculator. Le fichier de test, c'est calculator test. Mais ce qui est important pour PHP Unit, c'est que ce fichier puisse se terminer par test. Si je veux maintenant l'exécuter, je n'aurai qu'à dire mon ami PHP Unit, trouve-moi toutes les classes de test présentes dans le dossier test
et exécute-les. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Malheureusement, on nous dit aucun test à exécuter. On a ce message-là parce que non seulement notre fichier de test doit avoir le suffixe test, mais aussi il doit hériter d'une classe testCase. Et cette classe se trouve au niveau de PHP Unit. Si on veut donc l'importer, il faudra faire un composer require de PHP Unit / PHP Unit --dev. Donc on installe PHP Unit en mode développement. Tout est bon. Je pourrais donc importer notre classe testCase qui se trouve au niveau de PHP Unit Framework. Comme c'est indiqué au niveau de la documentation, lorsque vous faites un composer require de PHP Unit, l'exécutable est également disponible dans le dossier vendor. Donc on aurait pu faire vendor bin PHP Unit pour exécuter PHP Unit. Et là, on n'aurait plus eu besoin de le télécharger manuellement dans le dossier bin. Soit dit en passant, vous voyez qu'un fichier a été rajouté, .phpunit.result.cache. Ceci permet ici d'optimiser un peu l'exécution de PHP Unit en mettant différents Mitsubishi en cache. Par exemple, si vous avez exécuté un test et vous tentez de le réexécuter, on pourra optimiser cette réexécution. Généralement, on ne va pas ici le mettre en production, ce fichier. Si vous utilisez donc Git, on peut créer un fichier git ignore et dans mon cas, je vais dire le fichier .phpunit.result.cache. Il ne faudra pas ici le versionner. Il faudrait que Git l'ignore, ce qui va permettre de ne pas le versionner. Si je fais git init, je fais git statut, vous allez voir que ce fichier n'est pas traqué. Là, c'était juste une parenthèse. Je vais supprimer le dossier bin, étant donné qu'on peut faire vendor bin PHP Unit. Et on va exécuter nos tests qui se trouvent dans le dossier test. On peut voir maintenant que le message d'erreur est différent. On nous dit qu'on n'a pas trouvé de test au niveau de cette classe de test. Donc avant, lorsqu'on n'avait pas hérité de testCase, on nous disait qu'on n'avait pas de classe de test. Maintenant, lorsqu'on a hérité de testCase, on nous dit qu'au niveau de cette classe de test, on n'a pas de test. Donc, une fois que vous avez votre classe de test, vous pouvez rajouter un test en mettant test et puis le nom de votre test. Donc, juste pour que ce soit clair. Là, c'est une classe de test et ici, voici le vrai test. On peut rajouter autant de tests qu'on le souhaite. Ça, c'est un autre test et ainsi de suite. Donc, au niveau de cette classe de test, on se retrouve avec deux tests. Et pour qu'il soit considéré comme un test, il faut qu'il soit préfixé de test. Là, si on réexécute ce Mitsubishi, vous voyez, il détecte qu'on a un test, mais on nous dit que ce test n'a pas d'assertion. Si je n'avais pas préfixé ceci de test, vous allez voir, dans ce cas-là, il nous dit qu'il n'a pas trouvé de test au niveau de cette classe de test. Moi, je préfère écrire mes tests en notation snakeCase. C'est plus lisible. Là, par exemple, je vais dire qu'on va tester que notre calculator peut additionner ici deux entiers. Du moment où ça commence par test, ce sera considéré comme un test. Et là, on se retrouve avec la même erreur. Il détecte notre test, mais ce test n'a pas d'assertion. On va parler de la notion d'assertion dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. En pratique, je n'aime pas avoir mes tests qui commencent par test. Bien évidemment, si j'enlève ceci, il ne va plus le considérer comme un test. Mais ce qu'on peut faire, c'est rajouter la notation test. Vous êtes maintenant des pros en rapport avec les annotations, vu qu'on les avait déjà utilisées avec Symfony. Vous vous rappelez de la notation root, n'est-ce pas? En rajoutant cette annotation, PHP Unit va considérer cette méthode comme une méthode de test. Donc là, jusqu'à présent, on nous disait que notre test n'avait pas d'assertion.
Les assertions vont vous permettre de faire des assertions. OK? On pourra dire par exemple, il est vrai que 2 est supérieur à 1. Et si ce qu'on dit est vrai, vu qu'on a dit que c'est vrai, PHP Unit va nous dire super, ce que vous avez dit est vrai. Mais si nous on dit qu'il est vrai que 2 est supérieur à 9, PHP Unit va nous dire non, non, vous êtes en train de mentir. Lorsqu'on va voir ceci en pratique, ce sera beaucoup plus simple. Ce qu'on voulait faire, c'est quoi? C'est tester cette méthode add. D'abord, écrivons une assertion simple. Lorsqu'on hérite de test case, on aura accès à plein de méthodes qui vont nous permettre de faire des assertions. Par exemple, je pourrais dire 2 est supérieur à 1. Et assert true permet de dire vérifie que ce que j'ai dit est bel et bien vrai. Donc si ce que j'ai eu à dire est vrai, on n'aura pas de problème. On nous dit qu'on a un test. Il s'agit de ce test-là. On a une assertion et c'est cette assertion. Si on avait deux assertions en disant que 19 est supérieur ou égal à 7, on a toujours un test, mais cette fois-ci, deux assertions. Bang bang. Imaginons que je disais quelque chose qui était faux, que 4 est supérieur à 6. Vous allez voir que PHP Unit, il va nous dire non. On essaie de dire que quelque chose est vrai alors que cela est faux. Si on résume donc assert true, si vous donnez quelque chose qui est true, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous donnez quelque chose qui est false, il ne sera pas content. De la même manière, il existe assert false. Si vous donnez quelque chose qui est faux, il n'y a pas de problème. Mais si vous donnez quelque chose qui est true, il va dire mais vous avez dit que c'est faux et puis vous donnez quelque chose qui est vrai. Par exemple, je pouvais dire c'est faux de dire que 4 est supérieur à 9. Il va dire Honoré, t'as raison. C'est faux de dire que 4 est supérieur à 9 parce que c'est l'inverse. Et là, on n'a pas de problème. Mais si je dis qu'il est faux de dire que 3 est supérieur à 2, il va me dire, c'est vrai, 3 est supérieur à 2. Pourquoi alors tu me dis que c'est faux? Toutes les assertions se trouvent au niveau de test case. Si on vient ici, on peut voir qu'on n'a pas de méthode assert true, ainsi de suite, mais on hérite de assert. Si je clique au niveau de assert, on aura plein de méthodes d'assertion. Assert true, assert false, assert equals et ainsi de suite. Donc là, pour tester cette méthode calculator, on pourra venir ici et créer une nouvelle instance de notre classe calculator. Donc je fais new calculator et on va stocker ceci au niveau d'une variable calculator. J'importe ce Mitsubishi et tout est bon. Donc je viens de créer une instance de cette classe. Je pourrais donc appeler la méthode add sur l'instance que j'ai eu à créer. Je vais faire calculator add et on va faire 4 plus 8. Ceci devrait nous donner 12. Comment est-ce qu'on va vérifier que ceci nous donne bel et bien 12? On va utiliser une méthode qui nous permet de faire des assertions et là ce sera assert equals. Ceci nous permet de vérifier, si on clique à ce niveau, qu'une valeur attendue correspond bel et bien à la valeur qu'on a eu à passer. Vous voyez qu'on peut passer beaucoup plus d'informations, mais on ne va pas se soucier de cela pour l'instant. Donc je donne la valeur qu'on attend et puis je donne la valeur qu'on a obtenue. Donc nous on attend comme valeur 12 et quelle est la valeur qu'on a obtenue? C'est la valeur qui sera retournée par la méthode add. Donc lorsqu'on appelle cette méthode add, elle nous retourne quelque chose. On va vérifier que ce quelque chose est bel et bien égal à 12. Normalement, ce sera le cas. Donc, si on réexécute notre test, on peut voir qu'on n'a pas de problème. Mais si je disais que le résultat, ça devait être ici 13, il va nous dire c'est faux. On s'attendait à avoir 13, mais on a obtenu 12. Ce qu'on vient d'écrire, c'est ce qu'on appelle un test unitaire. Pourquoi? Parce qu'on vient de tester une unité de notre application. Les tests unitaires vous permettent de tester
les différentes portions de votre projet de manière isolée. Ici, on teste uniquement cette méthode add. On aurait pu écrire un test unitaire pour tester une autre méthode ou bien tester une autre classe. Quand vous testez les différentes unités de manière isolée, on parle de test unitaire. Il existe plein de types de tests, mais nous, on va retenir que principalement, nous avons deux types de tests. Nous avons premièrement les tests unitaires et nous avons aussi les tests fonctionnels. En lieu et place de parler de tests fonctionnels, on dit aussi souvent test d'intégration. Donc, si vous entendez test fonctionnel, c'est la même chose que test d'intégration. À la différence des tests unitaires, les tests fonctionnels vont vous permettre de tester différentes parties de votre projet de façon jumelée. Donc, imaginons que la classe Calculator, elle était utilisée par une autre classe et ainsi de suite. Si on voulait tester tout ce workflow, comment l'autre classe utilise la classe Calculator, ceci allait s'appeler un test fonctionnel, un test d'intégration. Mais si vous testez simplement quelques petites parties, ce sont des tests unitaires. Là, pour exécuter notre test, on avait dit qu'il fallait exécuter toutes les classes de test qui se trouvent dans le dossier test. Mais on aurait pu être explicite en disant qu'on voulait exécuter uniquement cette classe de test. Et vous voyez, il allait exécuter uniquement les tests qui se trouvent dans la classe Calculator Test. On va revenir à 12 pour ne pas avoir d'erreur. Vous pouvez remarquer que lorsque tout est bon, on a un point pour dire on a un test et puis ce test est un succès. Mais si on a une erreur, on n'aura pas de point. On aura ici F pour dire qu'on a une erreur. Donc ceci a échoué. Quelqu'un d'autre aurait pu dire je vais exécuter les tests qui se trouvent dans test utils. Donc, si on avait ici d'autres classes de tests, ces classes de tests allaient être également exécutées. Nous, on va être précis. On a une erreur. On va la corriger. Et tout est bon. Avouez qu'il serait beaucoup plus intéressant si on avait de la couleur. Quand tout est bon, c'est vert. Quand on a une erreur, c'est rouge. Pour ajouter la couleur, ce sera très simple. On peut venir au niveau de la documentation. Je clique sur documentation en anglais. On vient à ce niveau et puis Command Line Options. Vous allez voir qu'on a une option pour la couleur. Je vais chercher Colors. Et vous voyez, on peut mettre "-colors". Si on veut de la couleur, on met Auto ou bien Always. Si on ne veut pas, on met Never. Donc moi, je peux mettre "-colors". Je mets Always. Et on a de la couleur. Ou bien je peux mettre ici Auto. On aura de la couleur. Si c'était Never, on n'a pas de couleur. Donc, en pratique, je mets simplement Colors et automatiquement, il va mettre de la couleur. Vu que notre test est un succès, ici c'est vert. Mais si je me trompais, vous allez voir, on aura du joli rouge. Avouez que c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Si vous avez un warning, ce sera en jaune. Donc notre test ici n'a pas d'assertion. C'est un warning. Ici R pour dire risky. En grosso modo, c'est un test qui n'a pas d'assertion. Les warnings sont en jaune. On revient ici, on réexécute. On corrige le problème. Et on revient au vert. Vous avez plein d'autres options que vous pouvez rajouter. Par exemple, on a --verbose pour dire à PHP Unit d'être bavard. Donc, il va nous donner beaucoup plus d'informations. Vous voyez là, il nous dit qu'on utilise PHP 7.3.6. En lieu et place de mettre --verbose, on aurait pu mettre -v. C'est la même chose. Dans ces cas-là, PHP Unit va être verbeux. Cela est également documenté, vous voyez. On peut mettre --verbose ou bien -v. Donc, je n'invente rien. Il y a un truc que je trouve hyper cool. Vous pouvez rajouter l'option --test docs. Et vous allez voir. L'output change. Il va se baser sur le nom de vos tests afin de vous mettre à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Là, on peut voir que notre calculateur
il doit pouvoir additionner deux entiers. Et ceci a été un succès. Si on s'était trompé, vous voyez que ceci également est beaucoup plus joli. Moi, je vais garder ceci parce qu'il nous permet d'avoir quelque chose de plus intéressant. Comme on l'a vu, il va mettre ceci en enlevant les underscores et on a un capitalize. Donc, c'est un C majuscule. Revenons au 12. On réexécute et ça marche. Il y a une autre option qui est très intéressante. C'est Bootstrap. On va tenter de se retrouver un tout petit peu. Et la voilà. Avec cette option, on peut préciser un fichier qui doit être inclus avant qu'on exécute nos tests. Ce qui revient donc à dire, si vous avez des Mitsubishi qui doivent être chargés avant d'exécuter vos tests, vous pourrez indiquer ces Mitsubishi dans un fichier et puis préciser ce fichier comme fichier de bootstrapping. Par défaut, lorsque vous ne précisez pas de fichier, ce qui va se passer c'est quoi? Si on vient au niveau de vendor bin php unit, vu que c'est ce qu'on exécute, vous allez voir que php unit va chercher un fichier autoload.php. Il cherche plein de versions de ce fichier, mais imaginez qu'il cherche le fichier vendor autoload.php. Vu que c'est le fichier d'autoloading de Composer, ceci va permettre de faire en sorte que nos différentes classes soient disponibles. Cela revient donc à dire, si on n'avait pas fait un require de ce fichier-là, vous voyez que le fichier, on le définit au niveau d'une constante, donc on définit le chemin de ce fichier au niveau d'une constante, et après on fait un require de notre fichier en question. Donc il va faire un require de ceci, et c'est ce qui nous permet de faire en sorte qu'au niveau de nos tests, cette classe est disponible et on peut l'utiliser sans problème. Mais imaginons qu'on avait notre propre fichier de bootstrapping. On peut créer un dossier config et puis au niveau de ce dossier, on a un fichier bootstrap.php. Au niveau du fichier bootstrap.php, on peut faire un require de vendor autoload.php. On cherche le dossier parent, à peu près comme ce qu'ils ont eu à faire à ce niveau-là. On cherche le dossier parent de notre dossier config, c'est ce dossier-là. Ensuite, on vient au niveau de vendor, donc on vient au niveau de vendor et on va chercher autoload.php. Et puis, si on avait d'autres Mitsubishi à charger, on pouvait les charger également avec des requires, ainsi de suite. Nous, on pouvait dire après que le fichier de bootstrapping, ce sera config bootstrap.php. Et pour ce faire, on n'aura qu'à mettre ici --bootstrap et préciser le fichier. Ce sera config bootstrap.php. Je valide et vous voyez que tout est bon. Si je me trompais, juste pour vous prouver que ce fichier est exécuté, vous voyez qu'on a une erreur. Il tente de faire un require de Vensdor, mais il ne le trouve pas. Par exemple, au niveau de Symfony, c'est ce qui est fait. Je vais supprimer le dossier config. On vient au niveau de Symfony Demo, qui est un projet démo pour Symfony. On peut voir qu'on a un dossier config et puis un fichier bootstrap.php. Et c'est ce Mitsubishi qui fait un require de vendor autoload, mais là on fait d'autres choses. Donc lorsqu'ils vont ici configurer php unit, ils vont indiquer que le fichier de bootstrapping c'est config bootstrap. Là tout est bon, je vais fermer ceci. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a un petit problème. Plus on a d'options, plus notre commande va être longue. Si vous avez Linux ou Mac, vous pouvez déjà aliaser cette commande. Je peux dire que lorsque je mets ici T, en réalité c'est vendor in php unit. Ceci va marcher sous Linux et sous Mac. Si vous avez Windows, je ne pense pas que ça va marcher, mais vous pouvez installer un terminal comme cmder ou bien en utilisant Cygwin avec MinGW. Mais maintenant, vu que j'ai dit que j'ai un alias T pour cette commande, je pourrais faire T et c'est php unit. Donc je peux dire à php unit, exécute-moi les tests qui se trouvent dans le dossier test.
Je veux ici de la couleur. Il faudra être verbeux. Et puis je vais utiliser comme output test docs. Et n'est-ce pas que c'est magnifique? Mais là, ça ne résout pas notre problème parce qu'à chaque fois, il faudra préciser ces options. Dans ces cas-là, vous pouvez créer un fichier de configuration. Par défaut, phpunit va chercher un fichier phpunit.xml.dist comme fichier de configuration. C'est un fichier XML. Pour l'instant, si je ne mets rien et puis je tente d'exécuter mes tests qui se trouvent dans le dossier test, vous voyez, il tente de loader le contenu de ce fichier, mais malheureusement, c'est un fichier XML qui est vide. On va rajouter du code XML. Je vais l'écrire juste pour vous montrer que je suis bon en XML. Ok, on va mettre encoding UTF-8. Je vais modifier la syntaxe pour dire que c'est du XML. On va rajouter ensuite phpunit et tout est bon. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de XML, on peut d'ores et déjà voir que ça ressemble un peu à du HTML. Simplement qu'en XML, qui signifie Extensible Markup Language, c'est un langage à balisage comme HTML, simplement qu'il est extensible. Donc on pourra créer nos propres balises. Par exemple, ici, ils ont créé leur propre balise phpunit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez faire des recherches sur Google pour en apprendre davantage. Essayons de réexécuter notre commande. Et là, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur. Il réussit à lire la configuration, mais pour l'instant, on n'a rien indiqué. Si on revient au niveau de la documentation et on vient au niveau de la configuration XML, vous allez voir toutes les options qui sont documentées. On pourra mettre un attribut colors à true si on veut de la couleur ou bien false si on ne veut pas de couleur. Vous voyez que si on met ceci à true, c'est comme si on avait mis -- colors auto. Si on met ceci à false, c'est comme si on avait mis -- colors never. Si je veux donc de la couleur, je peux mettre colors et mettre comme valeur true. Vous allez voir, lorsqu'on fait vendor bin phpunit, on applique ceci au dossier test. Il lit la configuration, on a demandé à avoir de la couleur et on a de la couleur. De la même manière, on pouvait indiquer le fichier de bootstrapping en mettant bootstrap. Là, je pouvais dire que c'est le fichier vendor autoload.php. Ou bien si on avait un fichier config bootstrap.php, on pouvait l'indiquer. Là, on a une erreur parce qu'on n'a pas de fichier bootstrap.php ni un dossier config. Mais au moins, vous voyez cette option Bootstrap. Si on recherche, ceci est également documenté. Moi, je vais rajouter verbose à true. C'est comme si on avait mis -- verbose ou bien -v. Il sera donc verbeux et bang. Ou bien on peut rajouter test docs à true. Tout ceci, encore une fois, est au niveau de la documentation. Verbose à true ou false. TestDocs à true ou false. Donc on active le format TestDocs et voici, tout fonctionne à la perfection. Il nous indique via verbose que le fichier de configuration c'est phpunit.xml.dist. Moi, ce que je fais généralement, c'est quoi? Par défaut, il n'est pas verbeux. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas verbeux. Mais après, vous pouvez rajouter les autres options. Je peux mettre -v. Ceci va s'appliquer en plus des options définies ici. Et bien, ce qui revient donc à dire qu'on peut faire un override d'une option. Par exemple, si je ne veux pas de la couleur, je peux faire un override en mettant colors never. Et ça va changer l'option grosso modo. Et on a simplement le format testdocs. Moi, je vais réexécuter ceci. Je veux de la couleur. Et lorsque je vais vouloir que ce soit verbeux, je vais rajouter manuellement l'option -v. Parlons de ce fichier de configuration là. Par défaut, phpunit va chercher un fichier phpunit.xml. Si vous avez ce fichier là, phpunit.xml, il va l'utiliser en lieu et place de phpunit.xml.dist. Si je réexécute donc ceci,
Vous voyez, premièrement, il tente de rechercher un fichier phpunit.xml et vu qu'il a trouvé, c'est lui qui tente de loader. Mais si on n'avait pas ce Mitsubishi, il va chercher ensuite phpunit.xml.dist. La question que vous pouvez me poser, mais quelle est la différence entre ces deux Mitsubishi? Donc, si vous travaillez en équipe, généralement, vous allez avoir un fichier phpunit.xml.dist où vous allez avoir une configuration par défaut qu'il est recommandé d'utiliser. Maintenant, après, chaque membre de votre équipe sera libre de faire une copie de ce fichier-là en phpunit.xml afin de mettre une configuration qui est spécifique à sa machine. Donc, ce fichier-là sera commité afin que tout le monde puisse se baser là-dessus, mais celui-là, il va rester en local vu qu'il est spécifique à votre machine. Moi, je vais supprimer phpunit.xml vu que maintenant vous savez à quoi est-ce qu'il sert. On a bien avancé, mais on n'a pas résolu tous nos problèmes parce qu'on est obligé de préciser le dossier test. N'est-ce pas qu'il serait assez intéressant si on pouvait simplement faire T pour vendor. Rappelez-vous, lorsque je mets T, c'est vendor bin phpunit. Je demande à phpunit de s'exécuter et automatiquement, je veux qu'il détecte qu'il doit venir dans le dossier test afin d'exécuter mes tests. Dans ces cas-là, vous allez rajouter test suite. Je vais l'expliquer dans quelques instants. Là, je vais mettre directory. Ce sera le dossier test et on va donner un nom. Voyez les tests suite comme un moyen de catégoriser vos tests. Imaginons qu'on avait un dossier unit où on mettait nos tests unitaires, functional, où on mettait nos tests fonctionnels. On aurait pu créer deux tests suite. Ici, je vais l'appeler unit, ici functional. Et je vais dire mes tests unitaires sont dans test unit et puis mes tests fonctionnels sont dans test functional. Là, je vais déplacer le dossier utils dans le dossier unit. Donc, on a unit utils. Voici ce à quoi servent les tests suite. Catégoriser nos différents tests. Si je viens ici et puis je fais vendor bin phpunit ou bien T comme on l'a vu, il va lire ceci et puis exécuter les tests unitaires et puis les tests fonctionnels. Là, on n'a pas de test fonctionnel, mais vous voyez, il sait que les tests unitaires sont dans test unit. Il vient ici et puis il exécute tous les tests. Si on avait des tests également ici, il allait les exécuter. Si on fait phpunit-help, vous allez voir toutes les options. On a une option qui permet de lister les tests suite en mettant "list suite". Donc, je fais vendor bin phpunit et vous voyez, on a deux tests suite. On peut même filtrer pour dire on veut uniquement exécuter les tests qui se trouvent au niveau d'une test suite spécifique. On peut utiliser cette option en précisant le nom de notre test suite si on veut exécuter une test suite en particulier. Imaginons que là, je voulais exécuter la test suite ou bien le test suite, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, functional. Vous voyez que là, on n'a aucun test. Mais si je mettais unit, on sait qu'on a des tests au niveau de notre test suite unit et ceci s'exécute. Moi, je ne vais pas créer de dossier unit ni functional. Donc, on va déplacer ce Mitsubishi où il était précédemment. Et puis, je vais supprimer le dossier functional, de même que le dossier unit. Vu que j'avais une seule test suite, c'est pourquoi j'avais nommé ceci project test suite, pour dire que c'est l'ensemble des tests de mon projet. Et ceci se trouve dans le dossier test. Si on cherche Symfony Demo de nouveau, vous allez voir que on vient au niveau de la configuration. Ils ont rajouté Colors, Bootstrap et puis il y a plein d'autres Mitsubishi. Là, je vous ai montré une configuration basique
Mais en pratique, on peut se baser sur la configuration des frameworks populaires et puis l'améliorer. On peut voir qu'on a backup globals à false. Vous pouvez venir au niveau de la documentation, chercher backup globals et on va vous expliquer à quoi est-ce que ça sert. Mais vous voyez que là, on a créé une test suite. Définitivement, je vais dire une test suite. Et ceci va exécuter les tests qui se trouvent dans le dossier test. Si on cherche Laravel, qui est un autre framework PHP, vous allez voir, si je clique, la configuration, elle est différente. Déjà au niveau de Laravel, ils ont créé directement un fichier phpunit.xml. Il n'y a pas .xml.dist. On a une configuration et là ils ont plusieurs tests suites. Ils vont mettre les tests unitaires au niveau de unit et les tests fonctionnels qu'ils appellent des feature tests au niveau du dossier feature. Ok? Donc ici test unit, ici test feature. Bref, c'était pour vous montrer un peu ceci en pratique. Lorsqu'on utilise vendor bin PHP unit, il va créer de la même manière comme on l'avait vu le fichier de caching. Donc si on veut qu'il soit ignoré par Git, dans ce cas-là, on ne va pas mettre bin .php unit.result.cache parce qu'il va le créer directement à la racine. Donc il faudra rajouter ceci au fichier .gitignore. Tout ceci en rapport avec ceux qui maîtrisent Git. Si vous ne maîtrisez pas Git, vous pouvez ici l'ignorer. Mais si on regarde Laravel, je vais venir rapidement. Vous allez voir qu'au niveau du fichier .gitignore, ils ont eu à rajouter notre ami .phpunit.result.cache. Donc là, on est maintenant des pros. On sait comment exécuter nos tests. On sait comment configurer PHP Unit, rajouter des options, catégoriser nos tests en utilisant les tests suite. Essayons de voir maintenant à présent la notion de TDD, Test Driven Development. Là, nous avons eu à écrire des tests, mais nous n'avons pas suivi l'approche TDD. Au niveau de l'approche TDD, on écrit premièrement un test. Le test, il va échouer, donc le test échoue. On écrit le code pour que le test devienne un succès. Donc je me répète, on écrit le test, il échoue parce qu'on n'a pas le code qui permet de faire en sorte qu'il marche. On écrit le code maintenant qui va faire en sorte que le test soit un succès et puis on se retrouve au vert. Donc en grosso modo avec l'approche TDD, on a ici du rouge pour l'erreur, on écrit le code et on se retrouve avec du vert. Une fois qu'on a le vert, on peut faire du refactoring. Et on va réexécuter pour voir si on a du rouge ou bien du vert. Voyons ceci en pratique. Je vais écrire un test. Moi, j'ai un shortcut qui me permet de faire test. Et puis bang, on a ceci. Je vais dire que notre calculator, il doit pouvoir soustraire 2 entiers. Je vais tenter d'exécuter mes tests. On peut voir que le deuxième test est risqué, étant donné qu'il n'a pas d'assertion. On peut même filtrer les tests en disant je vais exécuter mes tests, mais je veux filtrer ceci pour exécuter uniquement ce test spécifique. Filter va vérifier les tests qui contiennent ce que vous avez eu à mettre. Donc si je mettais can, on a 2 tests qui contiennent can, donc il va exécuter ces 2 tests. Mais si je mets can subtract, on a un seul test qui contient ceci, et puis c'est ce Mitsubishi là. Mais moi généralement pour ne pas me fatiguer, je copie le nom, je fais -filter pour exécuter uniquement mon test en question. Bien évidemment, on aurait pu filtrer cela à une classe aussi. En mettant -filter, je mets cette classe, et vous voyez, on a les 2 tests de cette classe. C'est parfait. Là, on nous dit que notre test est risqué parce qu'on n'a pas d'assertion. Ce que je vais faire, c'est copier ceci et puis le coller. On crée un nouvel objet de type calculator. C'est très important de tester vos différentes méthodes en isolation. Un test ne doit pas dépendre d'un autre test. Lorsqu'on écrit nos tests, généralement, on ne se soucie pas de la duplication.
Dans le code, on évite de dupliquer du code, ça fait 2 fois code, mais dans les tests, ce n'est pas problématique. Le plus important, c'est que un test ne dépend pas d'un autre. Les tests doivent être exécutés en isolation. Si ce test dépend de ce test, ça devient problématique parce que si on a un problème ici, ça crée un problème ici. Chaque test doit créer son propre contexte. Là, je crée un nouvel objet. Je vais appeler une méthode subtract pour faire la soustraction. Je ne sais pas comment on écrit subtract. C'est comme ceci. Je vais faire 12 moins 3. Ça doit donner 9. Et j'attends donc comme résultat 9. Exécutons notre test. Il ne sera plus risqué parce qu'on a une assertion. Mais là, on a un problème. On nous dit qu'on ne connaît pas de méthode subtract. Donc, voici une approche TDD. On a écrit notre test. Il a échoué. On va écrire le code pour qu'il passe au vert. Donc, pour l'instant, on a un warning. On ne connaît pas subtract. On va venir au niveau de notre classe calculator et on va rajouter une méthode subtract. Donc, on n'aura plus ce problème-là parce que maintenant, on a une méthode subtract. Là, on a un autre problème. On nous dit que cette méthode était censée retourner 9, mais on a nul. Cette méthode ne retourne rien, elle retourne nul, alors que nous, on s'attendait à avoir ici 9. Bien évidemment, je peux venir ici et puis retourner 9. Donc, on appelle la méthode subtract. Elle retourne toujours 9. Ce qui va faire que ici on a 9 et on vérifie que c'est 9, ce sera le cas. Et notre test va passer. Bang. Mais là, nous, on sait que réellement, ce n'est pas bon parce que si j'écris un autre test en disant on va faire 7 moins 5, on s'attend à avoir 2. Cette méthode retourne toujours 9. Donc là, on aura une erreur. Je vais donc écrire le code approprié. On va mettre A, B et on retourne A-B. Et là maintenant, nos deux assertions vont passer. Je vais tenter de réexécuter tous mes tests. On enlève donc filter. Et vous voyez que tout est bon. Là, on vient de suivre une approche TDD. On a écrit notre test, il a échoué, on a rajouté le code approprié pour que tout passe. Maintenant qu'on a des tests, on est confiant pour modifier le code. Là, par exemple, je peux rajouter du type inting en mettant ceci pour dire que on reçoit 2 entiers et puis ces méthodes retournent des entiers. Je n'aurai qu'à réexécuter mes tests. Si tout est bon, on sait qu'on n'a rien brisé. Donc, non seulement les tests peuvent servir de documentation, notre développement est guidé par des tests. Et lorsqu'on a des tests, on est confiant pour modifier du code, pour ajouter des fonctionnalités. Si on brise quelque chose, nos tests vont nous le dire. Si je modifiais ceci et je me trompais, je réexécute mes tests vont me dire « Hey là, mon gars, tu viens de te tromper ». Voici tout l'avantage d'avoir des tests. Dernière chose avant de terminer. Lorsqu'on veut tester l'égalité, il est recommandé d'utiliser assert sim. Parce que lorsque vous faites assert equal, c'est simplement la double égalité. Pour lui, 9 est égal à 9, mais 9 est aussi égal à 9 sous forme de chaîne de caractères. Lorsque vous faites assert sim, il va vérifier que les valeurs sont les mêmes, mais en plus de cela, que les types également sont les mêmes. Donc, ce sera la triple égalité. Ceci sera faux. Et ça sera vrai. Juste pour vous le prouver, on va rajouter une méthode de test. Je vais l'appeler Mitsubishi. On va faire un assert sim. Je vais vérifier est-ce que 12 est égal à 12. On va exécuter notre test et le filtrer à Mitsubishi. Et vous voyez, 12 n'est pas égal à 12. Ici, c'est une chaîne de caractères, ici un entier. Mais si je mettais assert equals, vu que, étant donné que c'est la double égalité, pour lui, tout allait être bon. Donc, je vous recommande d'utiliser assert sim
en lieu et place de assert equals pour être sûr que vous avez bel et bien ce que vous voulez. Donc ce sera tout pour cette vidéo d'introduction à PHP Unit, à la notion de test driven development. Vous avez pu voir dans l'ensemble que ce n'était pas vraiment compliqué. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les tests, vous pouvez regarder ma formation disponible sur Parlons Code. C'est de cette formation qu'est tiré cet épisode où je vous montre en détail comment faire du TDD avec Symfony. Ce sera tout. D'ici là, portez-vous bien. C'était une take care. Peace.